La traversée du désert. Tout au long de son premier mandat, Jacques Chirac tient Nicolas Sarkozy à distance. L'homme se fait discret durant cette longue traversée du désert. Discrètement, il continue à nouer des relations dans les cercles financiers. En 1996, Nicolas Sarkozy, ayant enfin réussi à clore une procédure de divorce qui n'en finissait pas, se marie avec Cécilia. Ils ont pour témoins les deux milliardaires Martin Bouygues et Bernard Arnault, l'homme le plus riche du pays. Dernier acte. Bien avant la crise irakienne, Frank Wisner Jr. et ses collègues de la CIA planifient la destruction du courant gaulliste et la montée en puissance de Nicolas Sarkozy. Ils agissent en 3 temps. D'abord l'élimination de la direction du parti gaulliste et la prise de contrôle de cet appareil, puis l'élimination du principal rival de droite et l'investiture du parti gaulliste à l'élection présidentielle, enfin l'élimination de tout challenger sérieux à gauche de manière à être certain d'emporter l'élection présidentielle. Pendant des années, les médias sont tenus en haleine par les révélations posthumes d'un promoteur immobilier. Avant de décéder d'une grave maladie, il a enregistré pour une raison jamais élucidée une confession en vidéo. Pour une raison encore plus obscure. La cassette échoue dans les mains d'un hiérarque du Parti socialiste, Dominique Strauss-Kahn, qui fait parvenir indirectement à la presse. Si les aveux du promoteur ne débouchent sur aucune sanction judiciaire, ils ouvrent une boîte de Pandore. La principale victime des affaires successives sera le Premier ministre Alain Juppé. Pour protéger Chirac, il assume seul toutes les infractions pénales. La mise à l'écart de Juppé laisse la voie libre à Nicolas Sarkozy pour prendre la direction du parti gaulliste. Sarkozy exploite alors sa position pour contraindre Jacques Chirac à le reprendre au gouvernement, malgré leur haine réciproque. Il sera en définitive ministre de l'Intérieur. Erreur. À ce poste, il contrôle les préfets et le renseignement intérieur, qu'il utilise pour noyauter les grandes administrations. Il s'occupe aussi des affaires corses. Le préfet Claude Érignac a été assassiné. Bien qu'il n'ait pas été revendiqué, le meurtre a immédiatement été interprété comme un défi lancé par les indépendantistes à la République. Après une longue traque, la police parvient à arrêter un suspect en fuite, Yvan Colonna, fils d'un député socialiste. Faisant fi de la présomption d'innocence, Nicolas Sarkozy annonce cette interpellation en accusant le suspect d'être l'assassin. C'est que la nouvelle est trop belle à 2 jours du référendum, que le ministre de l'Intérieur organise en Corse pour modifier le statut de l'île. Quoi qu'il en soit, les électeurs rejettent le projet Sarkozy qui, selon certains, favorise les intérêts mafieux. Bien qu'Yvan Colonna ait ultérieurement été reconnu coupable, il a toujours clamé son innocence et aucune preuve matérielle n'a été trouvée contre lui. Étrangement, l'homme s'est muré dans le silence, préférant être condamné que de révéler ce qu'il sait. Nous révélons ici que le préfet Érignac n'a pas été tué par des nationalistes, mais abattu par un tueur à gages, Igor Pécat, immédiatement exfiltré vers l'Angola, où il a été engagé à la sécurité du groupe Elf. Le mobile du crime était précisément lié aux fonctions antérieures d'Érignac, responsable des réseaux africains de Charles Pasqua au ministère de la Coopération. Quant à Yvan Colonna, c'est un ami personnel de Nicolas Sarkozy depuis des décennies, et leurs enfants se sont fréquentés. Une nouvelle affaire éclate. De faux listings circulent qui accusent mensongèrement plusieurs personnalités de cacher des comptes bancaires au Luxembourg, chez Clearstream. Parmi les personnalités diffamées, Nicolas Sarkozy. Il porte plainte et sous-entend que son rival de droite à l'élection présidentielle, le Premier ministre Dominique de Villepin, a organisé cette machination. Il ne cache pas son intention de le faire jeter en prison. En réalité, les faux listings ont été mis en circulation par des membres de la Fondation franco-américaine, dont John Negroponte était président, et dont Frank Wisner Jr. est administrateur. Ce que les juges ignorent et que nous révélons ici, c'est que les listings ont été fabriqués à Londres, par une officine commune de la CIA et du MI6, Ackley Commercial Co., dont Frank Wisner Jr. est également administrateur. Villepin se défend de ce dont on l'accuse, mais il est mis en examen, assigné à résidence, et, de facto, écarté provisoirement de la vie politique. La voie est libre à droite, pour Nicolas Sarkozy. Reste à neutraliser les candidatures d'opposition. Les cotisations d'adhésion au Parti socialiste sont réduites à un niveau symbolique, pour attirer de nouveaux militants. Soudainement des milliers de jeunes prennent leur carte. Parmi eux, au moins 10 000 nouveaux adhérents, sont en réalité des militants du parti trotskiste, lambertiste, du nom de son fondateur Pierre Lambert. Cette petite formation d'extrême gauche s'est historiquement mise au service de la CIA, contre les communistes staliniens durant la guerre froide. Elle est l'équivalent du SD/USA de Max Schachmann, qui a formé les néoconservateurs aux USA.
Ce n'est pas la première fois que les lambertistes infiltrent le Parti socialiste. Ils y ont notamment placé de célèbres agents de la CIA, Lionel Jospin, qui est devenu Premier ministre, et Jean-Christophe Cambadélis, le principal conseiller de Dominique Strauss-Kahn. Des primaires sont organisées au sein du Parti socialiste pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. Deux personnalités sont en concurrence, Laurent Fabius et Ségolène Royal. Seul le premier représente un danger pour Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn entre dans la course, avec pour mission d'éliminer Fabius au dernier moment. Ce qu'il sera en mesure de faire grâce au vote des militants, lambertistes, infiltrés, qui portent leur suffrage non pas sur son nom, mais sur celui de Royal. L'opération est possible, parce que Strauss-Kahn est depuis longtemps sur le payroll des États-Unis. Les Français ignorent qu'il donne des cours à Stanford, où il a été embauché par le prévôt de l'université, Condoleezza Rice. Dès sa prise de fonction, Nicolas Sarkozy et Condoleezza Rice remercieront Strauss-Kahn en le faisant élire à la direction du Fonds monétaire international. Premier jour à l'Élysée. Le soir du second tour de l'élection présidentielle, lorsque les instituts de sondage annoncent sa victoire probable, Nicolas Sarkozy prononce un bref discours à la nation depuis son QG de campagne. Puis, contrairement à tous les usages, il ne va pas faire la fête avec les militants de son parti, mais il se rend au Fouquet's. La célèbre brasserie des Champs-Élysées, qui était jadis le rendez-vous de l'Union Corse, est aujourd'hui la propriété du casinotier Dominique Dessaigne. Il a été mis à disposition du président élu pour y recevoir ses amis et les principaux donateurs de sa campagne. Une centaine d'invités s'y bousculent, les hommes les plus riches de France y côtoient les patrons de casinos. Puis le président élu s'offre quelques jours de repos bien mérités. Conduit en Falcon 900 privé à Malte, il s'y repose sur le Paloma, le yacht de 65 mètres de son ami Vincent Bolloré, un milliardaire formé à la banque Rothschild. Enfin, Nicolas Sarkozy est investi président de la République française. Le premier décret qu'il signe n'est pas pour proclamer une amnistie, mais pour autoriser les casinos de ses amis Dessaigne et Partouche à multiplier les machines à sous. Il forme son équipe de travail et son gouvernement. Sans surprise, on y retrouve un bien trouble propriétaire de casinos, le ministre de la Jeunesse et des Sports, et le lobbyiste des casinos de l'ami Dessaigne, qui devient porte-parole du parti, gaulliste. Nicolas Sarkozy s'appuie avant tout sur 4 hommes. Claude Guéant, secrétaire général du Palais de l'Élysée. C'est l'ancien bras droit de Charles Pasqua. François Pérolle, secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est un associé gérant de la banque Rothschild. Jean-David Lévite, conseiller diplomatique. Fils de l'ancien directeur de l'agence juive. Ambassadeur de France à l'ONU, il fut relevé de ses fonctions par Chirac qui le jugeait trop proche de George Bush. Alain Boer, l'homme de l'ombre. Son nom n'apparaît pas dans les annuaires. Il est chargé des services de renseignement. Ancien grand maître du Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique française, et ancien numéro 2 de la National Security Agency états-unienne en Europe. Frank Wisner Jr., qui a été nommé, entre-temps envoyé spécial du président Bush pour l'indépendance du Kosovo, insiste pour que Bernard Kouchner soit nommé ministre des Affaires étrangères avec une double mission prioritaire, l'indépendance du Kosovo et la liquidation de la politique arabe de la France. Kouchner a débuté sa carrière en participant à la création d'une ONG humanitaire. Grâce au financement de la National Endowment for Democracy, il a participé aux opérations de Zbigniew Brzezinski en Afghanistan, aux côtés d'Oussama Ben Laden et des frères Karzai contre les soviétiques. On le retrouve dans les années 90 auprès d'Alija Izetbegovic en Bosnie-Herzégovine. De 1999 à 2001, il a été représentant de l'ONU au Kosovo. Sous le contrôle du frère cadet du président Hamid Karzai, l'Afghanistan est devenu le premier producteur mondial de pavots. Le sucre est transformé sur place en héroïne, et transporté par l'US Air Force à Camp Bonstead, Kosovo. Là, la drogue est prise en charge par les hommes d'Hassim Tassi, qui l'écoulent principalement en Europe, et accessoirement aux États-Unis. Les bénéfices sont utilisés pour financer les opérations illégales de la CIA. Karzai et Tassi sont des amis personnels de longue date de Bernard Kouchner, qui certainement ignorent leurs activités criminelles, malgré les rapports internationaux, qui y ont été consacrés. Pour compléter son gouvernement, Nicolas Sarkozy nomme Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances. Elle a fait toute sa carrière aux États-Unis, où elle a dirigé le prestigieux cabinet de juristes Baker et McKenzie.
Au sein du Center for International and Strategic Study de Dick Cheney, elle a coprésidé avec Zbigniew Brzezinski un groupe de travail qui a supervisé les privatisations en Pologne. Elle a organisé un intense lobbying pour le compte de Lockheed Martin contre l'avionneur français Dassault. Nouvelle escapade durant l'été. Nicolas, Cecilia, leur maîtresse commune et leurs enfants se font offrir des vacances états-uniennes à Wolfenboro, non loin de la propriété du président Bush. La facture, cette fois, est payée par Robert Agostinelli, un banquier d'affaires italo-new-yorkais, sioniste et néoconservateur pur sucre, qui s'exprime dans Commentary, la revue de l'American Jewish Committee. La réussite de Nicolas rejaillit sur son demi-frère Pierre-Olivier. Sous le nom américanisé d'Oliver, il est nommé par Frank Carlucci, qui fut le numéro 2 de la CIA après avoir été recruté par Frank Wisner Sr., directeur d'un nouveau fonds de placement du Carlyle Group, la société commune de gestion de portefeuille des Bush et des Ben Laden. Sans qualité personnelle particulière, il est devenu le 5e noueur de deal dans le monde, et gère les principaux avoirs des fonds souverains du Koweït et de Singapour. La cote de popularité du président est en chute libre dans les sondages. L'un de ses conseillers en communication, Jacques Seguela, préconise de détourner l'attention du public, avec de nouvelles People Stories. L'annonce du divorce avec Cecilia est publiée par Libération, le journal de son ami Edward de Rothschild, pour couvrir les slogans des manifestants un jour de grève générale. Plus fort encore, le communicant organise une rencontre avec l'artiste et ex-mannequin, Carla Bruni. Quelques jours plus tard, sa liaison avec le président est officialisée et le battage médiatique couvre à nouveau les critiques politiques. Quelques semaines encore et c'est le 3e mariage de Nicolas. Cette fois, il choisit comme témoin Mathilde Agostinelli, l'épouse de Robert, et Nicolas Bazir, ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur devenu associé gérant chez Rothschild. Quand les Français auront-ils des yeux pour voir à qui ils ont affaire? C'était un article de Thierry Messant, analyste politique et fondateur du réseau Voltaire, publié le 19 juillet 2008. Son dernier livre, L'effroyable imposture numéro 2, traite du remodelage du Proche-Orient et de la guerre israélienne au Liban. C'était Aladin, à votre service. Merci de votre écoute.